Je n'aurais jamais imaginé que l'odeur de vin rouge renversé sur mon propre tapis persan me rendrait invisible dans ma propre maison. J'ai passé 56 ans à bâtir chaque pierre de ma vie. Chaque mètre carré de cette maison a été gagné à la sueur de mon front, à force de nuits blanches et de décisions difficiles prises dans l'ombre. Architecte à la retraite, veuve depuis 3 ans, mère d'un fils que j'ai toujours cru trop brillant pour le monde médiocre qui l'entourait. Quand Marcus m'a appelé pour m'inviter à dîner chez moi, j'ai ressenti une immense fierté. Mon fils, désormais cadre dans une entreprise technologique, reconnaissait enfin la valeur de cet espace que j'avais façonné. Il voulait enfin m'intégrer à son univers professionnel. J'ai passé 2 jours à tout préparer. J'ai nettoyé chaque lustre en cristal que j'avais rapporté de Bahia lors de mon déménagement à Sao Paulo. J'ai commandé un menu raffiné auprès du traiteur que j'avais toujours rêvé d'engager, sans jamais en avoir eu l'occasion. J'ai acheté des fleurs fraîches pour chaque pièce. J'ai enfilé ma plus belle robe bleu marine, celle que je porte au vernissage, avec le collier de perles que mon défunt mari m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. J'ai coiffé mes cheveux naturels en un chignon élégant. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme digne, prête à recevoir des dirigeants dans la maison qu'elle avait elle-même conçue. Les invités commencèrent à arriver à 8 heures. Des hommes en costume, des femmes en talons hauts, tous en blanc, tous jeunes. Marcus me présenta rapidement à 2 ou 3 d'entre eux, toujours pressés, toujours le regard fuyant. Je remarquai qu'il ne fit aucune mention de ma profession. Il ne dit pas que j'avais conçu des bâtiments commerciaux primés. Juste, ma mère, et un sourire crispé avant de m'emmener doucement à l'écart du groupe. C'est lorsque j'ai accidentellement renversé du vin sur la manche de la veste de Jonathan Brecker, l'associé principal de l'entreprise de mon fils. Il ne m'a même pas regardé. Il a simplement tendu son bras taché vers moi, comme quelqu'un qui attend qu'on résolve un problème domestique. Mademoiselle, pouvez-vous nettoyer ça? Sa voix était froide, automatique, le ton employé avec les prestataires de service. Autour de nous, les conversations continuaient. Personne n'a sourcillé. Comme si c'était naturel. Comme si j'étais vraiment. Mon fils n'a rien dit. Marcus, que j'ai élevé seul après la mort de son père, dont j'ai financé les études dans une université privée, qui dormait sur mes genoux lorsqu'il faisait des cauchemars, est resté silencieux. Nos regards se sont croisés un instant, puis il a baissé les yeux. Honte à moi. Pas à cause de la remarque. À cause de moi. Existe-t-il une douleur plus grande que d'être effacé par la personne même à qui l'on a donné naissance? J'ai nettoyé son manteau. Je suis allé à la cuisine chercher un chiffon humide, comme le ferait une employée compétente. J'ai entendu des rires venant du salon. Quelqu'un a commenté « Le niveau de service, de nos jours ». Une autre voix a dit « Au moins, elle est discrète ». Ma peau foncée, mes cheveux naturels, mon âge, tout cela m'avait transformée en meuble. En servante. Dans ma propre maison. Je suis revenue avec le chiffon. J'ai essuyé ma manche. Jonathan ne m'a même pas remercié. Il a simplement hoché la tête et a repris sa conversation sur les indices boursiers. Je suis resté là, tenant le chiffon taché de vin, sentant le poids de décennies de travail se dissoudre dans ce tapis persan que j'avais moi-même choisi lors d'un voyage à Istanbul. Marcus s'approcha et me toucha légèrement le coude. « Maman, pourquoi n'irais-tu pas te reposer dans ta chambre? Je m'occupe de tout ici. » Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il me demandait de disparaître. De ne pas gâcher l'image qu'il projetait. L'image d'un homme arrivé seul, sans une mer Noire pour l'aider à gravir chaque échelon de son ascension. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Et pour la première fois, j'ai vu un étranger. Mais je n'ai encore rien dit. J'ai juste souri. Ce sourire que j'ai appris à arborer quand de jeunes architectes, tous des hommes blancs, s'attribuaient le mérite de mes créations en réunion. Ce sourire qui est une armure. Qui dissimule les calculs. Car à ce moment précis, tenant un chiffon taché de vin tandis que les cadres riaient dans la pièce que j'avais conçue, j'ai pris une décision. Ils ne le savaient pas encore. Mais ils allaient bientôt découvrir à qui appartenait cette maison. Je suis allé à la cuisine. Non pas pour me reposer, mais pour réfléchir. Les murs de cette cuisine étaient blancs, ornés de carreaux portugais rapportés d'un voyage à Lisbonne 15 ans plus tôt. Chaque pièce avait été choisie avec soin. J'ai touché la surface froide du plan de travail en granit. Importé. Cher. À moi. Tout l'a été le fruit de mes décisions, de mes projets validés, de mes nuits passées penchées sur mes planches à dessin, tandis que Marcus dormait dans la pièce d'axe en grave côté. Il avait 8 ans quand son père est décédé.
Un cancer agressif. 4 mois se sont écoulés entre le diagnostic et les funérailles. Je me souviens de Marcus me tenant la main au cimetière, les yeux gonflés, la cravate de travers que j'avais nouée ce matin-là d'une main tremblante. Je lui avais promis ce jour-là qu'il ne manquerait de rien. Que je lui donnerais tout. Et je l'ai fait. Pendant des années, j'ai travaillé sur 3 projets simultanément. Je me levais à 5 heures du matin pour examiner les plans avant de lui préparer son petit déjeuner. J'assistais à des réunions où des hommes médiocres m'interrompaient pour expliquer des concepts architecturaux élémentaires, comme si je n'avais pas de diplôme et 3 prix nationaux accrochés au mur de mon bureau. Je souriais quand il le fallait. Je baissais la tête quand c'était stratégique. J'ai bâti une solide carrière brique par brique, dessin par dessin, en surmontant les humiliations les unes après les autres. Et je l'ai fait pour lui. Pour ce garçon qui me demandait maintenant de disparaître dans ma chambre. J'entendais les voix dans la pièce. Des rires sonores. Quelqu'un qui trinque. Le tintement des verres en cristal, ceux que j'avais choisis dans une boutique d'antiquités du centre historique. Chaque objet dans cette maison avait une histoire. Chaque meuble, chaque tableau, chaque lampe. Des histoires que mon fils n'avait pas racontées à ses gens. Des histoires qu'il avait effacées par le silence. J'ai repensé à tous les dîners que nous n'avions pas partagés ces dernières années. Il était toujours occupé, toujours pris par ses engagements. Il passait toujours brièvement, acceptant les plats que je lui préparais à emporter, promettant de revenir bientôt. Mais il ne revenait jamais. Et quand il revenait enfin, il restait les yeux rivés sur son téléphone, répondant à des messages urgents, et partait avant le dessert. Avait-il honte de moi avant ? Ou est-ce quelque chose qui s'est développé à mesure qu'il gravissait les échelons de l'entreprise ? J'ai ouvert le réfrigérateur. À l'intérieur, le gâteau que j'avais préparé l'après-midi même. Un gâteau au chocolat fourré aux dulces de lécher, la recette de ma grand-mère que Marcus adorait. Je l'avais fait en pensant qu'après le départ des invités, nous pourrions peut-être nous asseoir tous les deux et discuter comme au bon vieux temps. Mère et fils. Sans se presser. Sans téléphone portable. Juste nous deux. Quelle illusion pathétique. J'ai fermé le réfrigérateur. J'ai pressé mon front contre la porte en inox. Le métal était froid contre ma peau. J'ai inspiré profondément. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Une technique que j'ai apprise en thérapie après la mort de mon mari. Respirer quand le monde s'écroule. Respirer quand la douleur est insupportable. Respirer quand on a envie de crier mais qu'on n'y arrive pas. Sauf que maintenant, je pourrais hurler. Je pourrais entrer dans cette pièce et dire la vérité. Je pourrais exposer mon fils devant ses camarades. Je pourrais montrer les titres de propriété, les documents, les photos des projets que j'ai conçus. Vous pourriez transformer ce dîner élégant en champ de bataille. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Car j'ai appris une chose en travaillant pendant des décennies avec des hommes puissants. Celles qui crient perdent. Celles qui perdent le contrôle deviennent la risée de tous. Celles qui explosent restent dans les mémoires comme les folles, les hystériques, celles qui ne savaient pas se comporter. Surtout quand on est une femme noire. Surtout quand on ose occuper des espaces qui ne nous sont pas destinés. J'ai alors repris mon souffle. J'ai ajusté ma robe. J'ai vérifié que ma coiffure était toujours impeccable. J'ai essuyé une larme solitaire qui refusait de couler. Et je suis retourné au salon avec le plateau de canapé que le traiteur avait déposé. Je suis entré silencieusement. Personne ne m'a remarqué. Je me suis tenu à l'écart du groupe, tendant le plateau, observant. Jonathan Brecker était au centre, racontant l'histoire d'une négociation difficile. Il gesticulait avec charme, suscitant des sourires. Mon fils était à ses côtés, riant aux moments opportuns, approuvant d'un signe de tête, un parfait apprenti. Une femme blonde en robe rouge prit un canapé. « Ils ont l'air délicieux », dit-elle sans me regarder. Elle regarda Marcus. « Votre service traiteur est excellent. » Marcus sourit. « Oui, j'engage toujours les meilleurs. Embauchez-le. » Comme s'il avait payé pour ça. Comme si je n'avais pas passé des heures au téléphone à négocier chaque détail du menu. Je me déplaçais sans cesse. Invisible. Utile. Le meuble parfait. Et en me déplaçant, j'écoutais. Des bribes de conversation. Des noms de clients. Des montants de contrats. Des stratégies confidentielles. Des informations que les hommes puissants partagent lorsqu'ils pensent n'avoir que des égaux autour d'eux. C'est fascinant de voir comment les gens cessent de filtrer lorsqu'ils ne vous considèrent plus comme un être humain.
Jonathan a évoqué un projet d'envergure, la construction d'un complexe commercial. Appel d'offres public. Il connaissait quelqu'un au sein du jury. Clin d'œil. Rire complice. Marcus a ri lui aussi. Mon fils, à qui j'avais inculqué l'honnêteté, riait de cette corruption flagrante, dans ce même lieu que j'avais bâti avec intégrité. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma deuxième décision de la soirée. Je suis retourné à la cuisine. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai ouvert le tiroir où je range les documents importants, l'acte de propriété, le certificat de propriété, de vieilles photos de la construction de cette maison, des plans d'architecte que j'ai signés, des récompenses encadrées et des articles de journaux sur ma carrière. J'ai tout étalé sur le comptoir. J'ai tout rangé comme on assemble un puzzle. Chaque pièce à sa place. Chaque test aligné. Car s'il y a une chose que j'ai apprise en vivant 5 décennies à être sous-estimée, c'est celle-ci. La documentation est un pouvoir. Et la patience est une stratégie. C'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, car elles savent que les événements qui changent véritablement la donne ne surviennent pas par explosion instantanée, mais grâce à une préparation discrète. J'ai tout photographié avec mon téléphone portable. Je l'ai envoyé à ma sœur avec un simple message. Si j'appelle, réponds et écoute sans rien dire. Alors je suis retourné dans la pièce. Encore une fois. Toujours invisible. Toujours souriante. Mais cette fois, il transportait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. La vérité, prête à exploser au moment précis. Le dîner se prolongea pendant 1 heure. Je servais. Je débarrassais. J'apportais le dessert. Chaque geste était calculé. Chaque sourire mesuré. J'observais tout comme un metteur en scène observe les répétitions avant la première. Jonathan Brecker a demandé un autre verre de vin. Je lui ai tendu la bouteille. Il ne l'a même pas regardé. Il a simplement poussé son verre vers moi tout en expliquant à un cadre roux qu'il savait toujours repérer les jeunes talents prometteurs. Il a regardé Marcus en disant cela. Mon fils était gonflé de fierté. Comme si cet homme avait découvert un trésor. Comme si Marcus était une pépite d'or trouvée par hasard. Personne ne savait que j'avais financé moi-même mes études en administration des affaires. Que je me levais à 4 heures du matin pour terminer mes projets et avoir encore l'énergie d'aider Marcus dans ses études. Que j'avais vendu la voiture de mon défunt mari, cet Oméga noir qu'il adorait, pour payer le programme d'échange de 6 mois qui a permis à mon fils de réaliser son potentiel. Des portes. Toujours des portes. Comme si je n'avais pas été l'architecte de sa vie depuis le tout début. La cadre rousse fit un commentaire sur la maison. Un endroit incroyable. Vous avez bon goût, Marcus. Elle désigna le lustre vénitien de la salle à manger. Il a dû coûter une fortune. Marcus esquissa ce sourire que je connaissais si bien. Celui qu'il arborait lorsqu'il recevait un prix à l'école et feignait l'humilité. Oui, j'ai beaucoup investi pour faire de cet endroit un lieu digne de recevoir des invités. Investi. Le mot flottait dans l'air comme une fumée toxique. Il pénétra mes oreilles. Il me descendit dans la gorge. Il se déposa dans mon estomac comme du plomb en fusion. Il s'attribuait le mérite de la maison. De ma maison. De cet espace que j'avais conçu ligne par ligne, choisi matériau par matériau, construit à la sueur de mon front. J'ai serré la bouteille de vin si fort que mes doigts sont devenus blancs. J'ai respiré. 1 fois. 2 fois. 3 fois. La technique ne fonctionnait plus aussi bien. Je suis retourné dans la cuisine. Je me suis appuyé contre l'évier. L'eau goutte. Plinc. Plinc. Un bruit que Marcus avait promis de réparer il y a 3 mois, quand il venait encore me voir assez souvent. Une autre promesse oubliée dans un immense tas de promesses non tenues. J'ai regardé par la fenêtre. La rue était sombre. Les réverbères projetaient des cercles jaunâtres sur l'asphalte. J'ai vu passer une femme âgée avec un petit chien. Elle marchait lentement, le dos courbé, mais le chien tirait avec entrain sur sa laisse. Une vie simple. Authentique. Sans mensonge. Sans masque. J'ai envié cette femme pendant 1 seconde. Alors j'ai pensé à ma mère. Elle a travaillé comme femme de ménage toute sa vie. Dans de grandes maisons de quartier chic. Elle nettoyait les salles de bain de gens qui ne la regardaient même pas. Elle repassait de beaux vêtements qu'elle ne pourrait jamais porter. Elle préparait des dîners élaborés qu'elle ne pouvait jamais manger. Elle rentrait tard, les pieds gonflés, les mains desséchées par les produits ménagers, mais toujours avec un sourire pour moi. « Tu vas étudier », dit-elle en comptant des pièces de monnaie sur la table de la cuisine. « Tu vas changer.
Tu vas t'asseoir à table, et non plus servir. Et je me suis assise. J'ai obtenu mon diplôme d'architecture à une époque où les femmes noires étaient une rareté étouffante dans cette faculté. J'ai dû faire face à des professeurs qui corrigeaient mes projets avec plus de rigueur que ceux de mes collègues blancs. J'entendais des blagues sur les quotas alors que je n'en ai jamais utilisé, seulement ma compétence. J'ai bâti ma carrière malgré toutes les portes fermées, toutes les réunions où l'on me prenait pour la secrétaire, tous les clients qui demandaient à parler à la vraie architecte. Ma mère n'a pas vécu assez longtemps pour voir ma première récompense. Elle est décédée d'un AVC 3 ans auparavant. Mais je sais qu'elle aurait été fière. Non pas de la récompense en elle-même, mais du fait que sa fille l'ait obtenue. Qu'elle ait gagné. Mais là, dans cette cuisine, à servir du vin à des cadres qui m'appelaient « jeune fille », je réalisais une chose terrible. Peut-être n'avais-je rien gagné. Peut-être n'avais-je fait qu'échanger une forme de servitude contre une autre. J'avais servi mes supérieurs tout au long de ma carrière. J'avais servi mon fils pendant son enfance. Et maintenant, je servais des clients qui ne connaissaient même pas mon nom. La différence, c'est que cette fois, l'humiliation venait de l'intérieur. De mon propre fils, celui que j'ai élevé. J'ai entendu des pas. Je me suis retourné. Marcus était sur le seuil de la cuisine. Ses yeux étaient écarquillés. Il m'avait vu appuyé contre l'évier, le souffle court. Tu as peut-être remarqué les larmes que je n'ai pas pu retenir. Maman, ça va? Sa voix était empreinte d'une sincère inquiétude. Un instant, j'ai revu le petit garçon de 8 ans qui me tenait la main au cimetière. L'adolescent qui avait pleuré sur mes genoux après avoir été éconduit par sa première petite amie. Le jeune adulte qui m'avait serré fort dans ses bras le jour de la remise des diplômes et m'avait murmuré à l'oreille « Merci pour tout ». Ce Marcus existait-il encore quelque part? Ou l'homme en face de moi était-il une personne totalement différente? Je vais bien, ai-je menti? Juste fatigué. Il s'approcha. Il me toucha l'épaule. Un geste machinal. Pourquoi n'irais-tu pas te reposer? Je vais finir ici. Ils vont bientôt partir. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre déguisé en sollicitude. Il voulait que je disparaisse. C'est certain. Marcus, ai-je murmuré. Cet homme, Jonathan, m'appelait mademoiselle. Il me traitait comme une bonne. Silence. Il ne l'a pas nié. Il n'était pas indigné. Il n'a pas défendu mon honneur. Il a simplement détourné le regard. Maman, il ne voulait pas t'offenser. C'est sa nature. Il est comme ça avec tout le monde. Excuse. Justification. Normalisation de l'inacceptable. Et vous, ai-je poursuivi, sentant quelque chose se durcir dans ma poitrine. Vous avez dit que vous aviez investi dans cette maison. Devant tout le monde. Il cligna des yeux. Un moment de confusion. Puis la compréhension. Puis quelque chose de pire. De l'irritation. Maman, s'il te plaît. Pas maintenant. Je dois faire bonne impression. C'est important pour ma carrière. Plus important que la vérité. C'est compliqué, murmura-t-il. Tu ne comprends pas comment fonctionne ce monde. Ce monde. Comme si je n'avais pas parcouru ce même monde pendant 30 ans. Comme si je n'avais pas croisé Jonathan Brecker des dizaines de fois. Comme si mon expérience ne valait rien. J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. Et j'ai vu clairement ce qu'il était devenu. Un homme prêt à effacer sa propre mère pour se conformer à un moule. Prêt à me rendre invisible pour que je puisse briller seul. Vous avez raison, dis-je lentement. Je ne comprends pas. J'ai encore menti. Je comprenais parfaitement. Il poussa un soupir de soulagement. Il pensait que j'avais accepté, que j'irais docilement dans ma chambre, que la crise était évitée. Merci maman. Je savais que tu comprendrais. Il m'embrassa rapidement le front. Un geste d'amour filial. Parfait. Puis il retourna dans la pièce, les épaules détendues, son sourire prêt à réapparaître. J'étais seul dans la cuisine. L'eau continuait de goûter de l'évier. Plinc, plinc, plinc. Chaque goutte marquait une seconde. Chaque seconde me refroidissait. Me rendait plus déterminé. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai tapé un message à 3 personnes. Ma sœur, ma meilleure amie et mon avocat. J'ai besoin de programmer une réunion demain. Urgent. 3 réponses sont arrivées presque simultanément. Toutes étaient positives. J'ai donc fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps.
Souriez sincèrement. Parce que j'ai enfin compris que ce n'était pas moi qui devais quitter la pièce. J'ai attendu que le dernier invité soit parti. Il était presque minuit lorsque Jonathan Brecker a finalement franchi le seuil, parlant encore à voix haute de elle, excellente soirée, et des affaires prometteuses à venir. Marcus l'a accompagné jusqu'à la voiture, lui faisant un signe de la main comme un hôte parfait tandis que le moteur d'une BMW importée ronronnait dans la rue calme. Je me suis assise sur le canapé du salon. Ce canapé en cuir italien que j'avais acheté après avoir remporté l'appel d'offres très disputé pour la conception d'une bibliothèque municipale. Je me souviens de la première fois où je me suis assise dessus et avoir pensé « J'ai réussi. J'ai vraiment réussi. » Un sentiment de pure satisfaction, sans filtre, sans aucun doute. Ce même canapé a été témoin de ma chute. Marcus entra et referma doucement la porte. Il me vit assise là, encore vêtue de ma robe, mon collier de perles toujours au poignet, mais mes chaussures déjà posées au sol. J'avais mal aux pieds. 56 ans au service des autres finissent par laisser des traces. C'était génial, maman, dit-il avec un large sourire. Un enthousiasme sincère. Jonathan a adoré. Je pense que je serai capable de diriger le nouveau projet. Il s'est laissé tomber dans le fauteuil en face de moi. Il a desserré sa cravate. Un instant, il m'a semblé être le fils que je connaissais. Détendu. Humain. Vulnérable. Marcus, commençai-je d'une voix prudente. Nous devons parler d'aujourd'hui. Son sourire s'estompa. Maman, s'il te plaît. Ne gâche pas tout. C'était une soirée parfaite. Parfait. Un mot intéressant. Parfait pour qui, exactement? Cet homme m'a traité comme une bonne, ai-je insisté, en gardant un ton calme. Dans ma propre maison. Et vous n'avez rien dit. Il soupira. Ce long soupir de quelqu'un qui a affaire à une personne difficile. De quelqu'un qui perd patience. Il ne savait pas, maman. Comment aurait-il pu savoir que tu étais la maîtresse de maison? Tu étais au service. C'est normal qu'il ait pensé ça. Qu'est-ce que j'étais? La bonne. Pourquoi, Marcus? Parce que je suis noire. Parce que j'ai les cheveux bouclés. Parce que je vieillis. Mes mots sont sortis plus durs que je ne l'avais voulu. Mais je ne pouvais plus me retenir. Marcus se remua mal à l'aise sur son siège. Ce n'est pas la question. Vous exagérez. Vous en faites une question raciale alors que ce n'en est pas une. Non. Comme si des décennies d'expérience ne m'avaient pas appris à reconnaître instinctivement les propos racistes. Comme si mon intuition ne me permettait pas de déceler le mépris déguisé en naturel. Alors expliquez-moi, dis-je lentement. Pourquoi ne m'avez-vous pas présenté comme architecte? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que j'avais conçu cette maison? Pourquoi avez-vous fait semblant d'y investir? Le silence. Un silence pesant qui emplissait la pièce comme un épais brouillard. Il regarda ses mains. Le tapis. N'importe où sauf moi. Parce que ça complique les choses, murmura-t-elle finalement. Parce que dans le monde de l'entreprise, l'image compte. Et je dois soigner mon apparence. À quoi ressemble-t-il? Indépendante. J'ai réussi par moi-même. J'ai tout construit grâce à mon propre mérite. Mon propre mérite. Les mots flottaient entre nous comme des barbes invisibles. Et avoir une mère qui vous a aidé, ai-je poursuivi, sentant les larmes me brûler les yeux. Une mère noire qui a payé vos études, qui s'est épuisée à la tâche pour vous offrir des opportunités, est-ce que cela diminue votre mérite? Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La réponse était dans son silence. Dans la façon dont il détourna le regard. Dans la honte qu'il tentait de dissimuler mais qui suintait de chacun de ses pores. Mon fils avait honte de moi. Pas la personne que j'étais, mais l'image que je représentais. Une mère noire, célibataire, qui travaillait. Une réalité qui ne correspondait pas au récit de réussite qu'il vendait à Jonathan Brecker et à tous les autres Jonathan du monde de l'entreprise. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir cette démarche, manifestant ainsi silencieusement que le message les a touchés. Car se reconnaître dans la souffrance est le premier pas vers la compréhension qu'elle ne devrait pas exister. Je me suis levé du canapé. Lentement. Comme si mon corps pesait une tonne. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Marcus? Ce n'est pas le manque de respect de cet homme. Il y a toujours eu des gens comme lui dans ma vie. J'ai appris à faire avec. Ce qui me fait mal, c'est de réaliser que mon propre fils préfère l'approbation d'inconnus à la dignité de sa propre mère. Je me suis approché de la fenêtre. Dehors, la rue était déserte.
Les réverbères n'éclairaient rien. Le silence du petit matin. Le monde dormait tandis que mon univers s'écroulait. J'ai tout donné pour toi, ai-je murmuré, plus sauvère qu'à lui. Chaque sacrifice. Chaque heure supplémentaire. Chaque rêve reporté. Et tu m'as effacé. Tu m'as transformé en fantôme dans ma propre maison, pour me conformer à un moule qui ne t'acceptera jamais pleinement de toute façon. De quoi parles-tu? Marcus se leva. Sa voix s'éleva. Bien sûr qu'ils m'accepteront. J'ai travaillé dur. Je mérite d'être là. Je me suis tourné vers lui. Oui, tu le mérites. Mais pas parce que tu as caché d'où tu viens. Tu le mérites parce que tu es bon dans ce que tu fais. Parce que tu as du talent. Parce que je t'ai élevé dans l'honnêteté. Mais qu'à un moment donné, tu l'as oublié. Tu as oublié que renier ses racines ne te rend pas plus fort. Cela te vide de ta substance. Il secoua la tête. Tu ne comprends pas la pression, maman. Tu ne comprends pas à quel point il est difficile d'être pris au sérieux quand on est le fils d'une femme noire. Ai-je conclu. C'est tout. Vous croyez que je ne sais pas à quel point c'est difficile? Moi qui ai subi un racisme flagrant pendant des décennies? Moi qui ai dû faire mes preuves 10 fois plus que n'importe quel collègue blanc? Ma voix montait. J'ai essayé de la contrôler, mais je n'y suis pas parvenu. La différence entre toi et moi, Marcus, c'est que je n'ai jamais eu honte de qui je suis. Je ne me suis jamais excusé d'exister. Et toi, tu fais exactement ça. Tu t'excuses de mon existence pour obtenir quelques miettes d'acceptation. Il ouvrit la bouche. Il la ferma. Il l'ouvrit de nouveau. Je ne m'excuse pas pour toi. Oui, c'est le cas. Aujourd'hui. Dans cette salle. Devant des gens qui ne vous respecteront jamais vraiment, car le respect ne se gagne pas en reniant qui vous êtes. Il se gagne en étant vous-même, sans peur, sans honte. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne cherchais pas à les cacher. 56 ans m'ont appris que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont la preuve qu'on ressent encore des émotions. Qu'on se soucie encore des autres. Qu'on est encore humain. Marcus pleurait lui aussi. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage tandis qu'il se tenait au milieu de la pièce. « Je suis vraiment désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas. Je ne m'en étais pas rendu compte. » Mais les mots restèrent vains. Parce qu'il savait. Bien sûr qu'il savait. Il refusait simplement de le voir. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main. Je vais dormir, ai-je annoncé. Nous en reparlerons demain. C'est un mensonge. Je ne serai pas là demain. Parce que je venais de prendre la décision la plus importante de ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté allongé, les yeux rivés au plafond de ma chambre. Ce même plafond que j'avais peint en blanc nacré 7 ans plus tôt. J'avais passé tout un week-end à monter et descendre de l'échelle, rouleau à la main, les muscles endoloris, mais satisfaite d'avoir enfin réalisé quelque chose de mes propres mains. Marcus avait 15 ans à l'époque. Il m'aidait. Il tenait l'échelle. Il posait du ruban de masquage sur les bords. On riait quand je lui avais renversé de la peinture dans les cheveux. Quand avons-nous cessé de rire ensemble? La maison était silencieuse. Ce silence pesant du petit matin où chaque pensée résonne plus fort. J'ai entendu Marcus monter les escaliers. Des pas lents. La porte de sa chambre se refermait doucement, sans faire de bruit. Comme si le bruit avait encore une importance. Comme si la politesse pouvait réparer ce qui était brisé dans cette pièce. J'ai pris mon portable. 3h40 du matin. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. À l'intérieur, une petite boîte en bois. Un cadeau de mon mari pour notre premier anniversaire de mariage. Du bois massif, des sculptures délicates, un parfum de lavande qui ne s'était jamais complètement estompé, même après 33 ans. Je l'ouvris. À l'intérieur, des lettres. Des lettres que mon mari m'avait écrites durant nos fiançailles. Il n'était pas très bavard, mais sur le papier, il se transformait en poète. J'en choisis une au hasard. Son écriture cursive dansait sur le papier jauni. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Non pas par la force brute, mais par une dignité tranquille. Tu entres dans des endroits où tu n'es pas la bienvenue et pourtant tu brilles. Ne perds jamais cela. Ne baisse jamais la tête devant ceux qui ne méritent pas ton respect. J'ai fermé les yeux. J'ai senti le parfum du vieux papier mêlé à la lavande. Je me suis souvenu de l'homme qui avait écrit ces mots. Un homme bon, honnête, mort trop jeune, mais qui a laissé une empreinte indélébile sur mon âme.
Serait-il déçu du fils que nous avons élevé? Ou comprendrait-il que parfois les enfants grandissent et se perdent en chemin? J'ai gardé la lettre. J'ai refermé la boîte. Je l'ai remise dans le tiroir. Je me suis levé. J'ai enfilé un peignoir. Je suis descendu pieds nus. Le bois était froid sous mes pieds. Chaque pas m'était familier. Chaque craquement m'était familier. Cette maison était le prolongement de mon corps. Je connaissais chaque recoin, chaque imperfection, chaque histoire cachée entre ces murs. Je suis allé au bureau. Mon sanctuaire. Des murs tapissés de livres d'architecture. Une table de travail où j'ai dessiné des centaines de projets. Une planche à dessin inclinée où j'ai passé des nuits entières à ajuster des angles, à calculer des proportions, à créer des espaces où l'on se sentirait chez soi. J'ai allumé la lampe de chevet. Une douce lumière éclairait la pièce. J'ai ouvert le classeur. Les tiroirs étaient rangés par année. Chaque projet était documenté. Chaque contrat était conservé. Chaque certificat était archivé. J'ai trouvé ce que je cherchais dans le tiroir de 2003. Un épais dossier. Une étiquette manuscrite, résidence Cardoso, projet personnel. Ma maison. Chaque plan. Chaque élévation. Chaque détail technique. Ma signature sur chaque page. Inscription au registre professionnel. Date d'approbation à la mairie. Tout est documenté, tamponné, officiel. J'ai posé le dossier sur la table. Je l'ai ouvert lentement, comme on ouvre un livre sacré. La première page montrait la façade. J'avais dessiné cette maison en pensant à créer quelque chose qui me représente. Des lignes épurées, mais avec du caractère. Une structure solide et accueillante. Rien d'ostentatoire. Juste de l'authenticité. J'ai caressé le dessin du bout des doigts. Je me suis souvenu du jour où j'avais présenté le projet à Marcus. Il avait 12 ans. Il était assis à côté de moi à cette même table et me posait des questions. Pourquoi cet angle, maman? Pourquoi cette fenêtre ici? Je lui expliquais chaque choix. Il écoutait, fasciné. Quand j'ai enfin terminé la construction, 2 ans plus tard, il a été le premier à entrer. Il courait d'une pièce à l'autre en criant « Tu l'as fait, maman! Tu l'as vraiment fait !» Il m'a serré fort dans ses bras. Ce câlin d'un enfant qui croit encore que sa mère est capable de tout. J'ai refermé le dossier. J'ai ressenti un poids dans la poitrine. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Ma sœur, 2 cousins, un oncle. Des personnes qui ont toujours été là pour moi. Qui ont vu mes difficultés. Qui ont célébré chaque petite victoire. J'ai tapé. J'ai besoin de votre aide demain. Quelque chose d'important va se produire. Des réponses sont arrivées malgré leur tardive. Nous sommes là. De quoi avez-vous besoin? Vous pouvez compter sur moi. Une vraie famille ne pose pas de questions. Elle est là, tout simplement. J'ai donc fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé sur le site de l'Ordre des architectes. J'ai cherché mon profil professionnel. Et là, il était là. Une photo ancienne, mais toujours honorable. Un CV complet. Une liste de projets primés. Des distinctions. 3 décennies de travail impeccable, résumées en 2 pages. J'ai copié le lien. J'ai enregistré des captures d'écran. J'ai tout organisé dans un dossier numérique. J'ai alors ouvert mon profil LinkedIn. Il était obsolète. Je n'y avais rien publié depuis des années. La retraite m'avait éloigné des réseaux professionnels. Mais le compte existait toujours. J'avais encore des contacts, des architectes, des ingénieurs, d'anciens clients, des personnes qui connaissaient mon travail. J'ai commencé à rédiger un article. Des mots simples. Directs. Sans colère. Juste la vérité nue. Après 30 ans passés à concevoir des espaces où les autres se sentent chez eux, j'ai enfin construit ma propre maison. Cette maison représente tous les sacrifices, tous les projets difficiles, toutes les victoires discrètes d'une femme noire évoluant dans un milieu dominé par les hommes blancs. C'est mon accomplissement le plus personnel. Et aujourd'hui, j'ai découvert que mon propre fils en a honte. Honte de moi. Je l'ai relu. J'ai supprimé la dernière phrase. Trop personnel. Trop cru. J'ai sauvegardé le brouillon. Je le publierai plus tard. Au moment opportun. Quand tout sera prêt. Car la vengeance n'est pas une question d'explosion. C'est une question de planification.
C'est attendre le moment précis où la vérité aura l'impact le plus fort. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. Le ciel commençait à s'éclaircir. Ce bleu profond qui précède l'aube. Les oiseaux chantaient déjà. Le monde s'éveillait à une nouvelle journée. Mais pour moi, ce ne serait pas une journée ordinaire. Aujourd'hui devait être le jour où Marcus allait découvrir qui était vraiment sa mère. Pas la femme silencieuse qui servait le vin. Pas la silhouette fanée qu'il pouvait dissimuler à son gré. Mais l'architecte. La combattante. La femme qui a bâti des empires de béton et de papier alors que personne ne croyait qu'elle en était capable. Et il le découvrirait de la pire des manières. Devant les mêmes personnes qui m'ont humilié. Marcus descendit prendre son petit déjeuner à 9 heures. Il avait les yeux gonflés et le visage fatigué. Il portait encore le pantalon de la veille, mais avait troqué sa chemise contre un vieux t-shirt. Ce vieux t-shirt bleu délavé de la fac qu'il s'obstinait à garder malgré les trous aux coutures. J'ai préparé du café, du pain grillé, de la confiture de fraises maison, faite la semaine dernière en pensant à sa visite. J'ai tout disposé sur la table, comme d'habitude. Un rituel matinal maternel qu'elle n'oublie jamais, même quand elle le devrait. Il s'assit sans rien dire. Il prit une tasse. Il but en silence. Le bruit de la vaisselle contre le bois résonnait trop fort dans la cuisine silencieuse. À propos d'hier, commença-t-il d'une voix rauque. J'y ai beaucoup réfléchi. Et vous avez raison. J'ai été injuste. Les mots justes. Un ton sincère. Mais il manquait quelque chose. Quelque chose d'indéfinissable, mais qui ressemblait à une absence physique. Injuste en quoi? Ai-je demandé en m'asseyant de l'autre côté de la table. Il se gratta la barbe naissante. Je n'aurais pas dû te laisser servir. Je n'aurais pas dû prétendre que la maison était ma seule conquête. C'était une erreur. Rien qu'à moi. Ces mots laissaient encore transparaître un sentiment de possession. Comme si la maison lui appartenait aussi. Comme s'il avait un droit partagé sur quelque chose que j'avais construit seul. Marcus, cette maison n'est pas ton œuvre. Pas du tout. Elle est à moi. Uniquement à moi. Il cligna des yeux. Une véritable confusion se peignit sur son visage. Mais je vis ici parfois. J'ai grandi ici. Tu as grandi, oui. Mais tu n'as jamais vraiment vécu ici. Tu as ton appartement à Itain depuis 5 ans. Tu viens me rendre visite de temps en temps. Tu restes un week-end, mais ça n'a jamais été ta maison. Ça a toujours été la mienne. Silence. Il fixait la tasse comme s'il cherchait des réponses dans le café noir. Je n'y avais pas pensé de cette façon, admit-il à voix basse. Je sais. Et c'est bien là le problème. Vous ne réfléchissez pas. Vous présumez. Vous présumez avoir un droit sur les espaces que j'ai créés. Vous présumez pouvoir utiliser ma vie comme toile de fond pour vos performances. Vous présumez que mon travail, mes efforts, mon histoire peuvent être effacés dès lors qu'ils ne servent pas votre récit. Chaque mot sortait avec plus de force. Elle ne criait pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité n'a pas besoin de crier pour blesser. Marcus posa la tasse sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. Maman, je n'ai jamais voulu t'effacer. Je voulais juste. Désespéré. Tu as publié ça sur LinkedIn. Tout le monde dans l'entreprise va le voir. Jonathan l'a déjà vu. Il m'a envoyé un texto pour me demander si c'était vrai. C'est vrai, ai-je répondu calmement en posant mon sac sur le canapé. Mais tu m'as dénoncé. Tu as dit à tout le monde que je... Que as-tu dit, Marcus? Que tu as menti. Que tu m'as supprimé. Que tu as permis que je sois humilié chez moi. Il se leva. Il arpentait la pièce comme un animal en cage. Les mains sur la tête. Respiration rapide. Vous ne comprenez pas. Cela va ruiner ma carrière. Jonathan ne me fera plus confiance. Les autres cadres me verront comme quoi? Comme le fils d'une femme noire issue de la classe ouvrière? Comme quelqu'un qui n'a pas tout construit seul? Comme un être humain imparfait? Je me suis arrêté devant lui. Les yeux dans les yeux. Ou bien as-tu peur qu'on te prenne pour un menteur? Parce que c'est ce que tu es, Marcus. Tu as menti sur qui tu es. Tu as menti sur d'où tu viens. Et les mensonges finissent toujours par être découverts. Il était assis sur le canapé. La tête entre les mains. Les épaules voûtées. Que faire maintenant, murmura-t-elle. Ce n'était pas une question rhétorique. C'était un véritable appel au secours.
Je me suis assise à côté de lui. Je ne l'ai pas touché. Je suis restée là, immobile et silencieuse. Tu vas dire la vérité, dis-je doucement. Tu vas répondre à Jonathan. Dis-lui que oui, c'était ma maison. Que oui, tu as fait une erreur. Que oui, ta mère est une architecte primée et que tu en avais honte parce que tu pensais que cela te rabaisserait. Il ne me respectera plus jamais après ça. Peut-être pas. Mais au moins tu te respecteras. Et au final, Marcus, c'est la seule opinion qui compte vraiment. Silence. Long. Lourd. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai ouvert. D'autres commentaires sur la publication. Mais l'un d'eux, en particulier, a attiré mon attention. C'était Jonathan Brecker. Parcours professionnel impressionnant. Je regrette de ne pas avoir pu vous présenter correctement hier. Je souhaiterais discuter d'une éventuelle collaboration en tant que consultant pour nos projets d'expansion. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot soigneusement pesé. Chaque virgule stratégiquement placée. Il se protégeait. Il se rendait compte que sa publication gagnait en popularité, que le récit changeait, qu'il était soudainement devenu le méchant qui avait traité un architecte de renom comme une domestique. Il lui fallait maintenant limiter les dégâts. J'ai montré le message à Marcus. Il lut. Les yeux écarquillés. Veut-il vous embaucher? Il veut redorer son image, ai-je corrigé. Il veut donner l'impression qu'il m'a toujours respecté. Ce qui s'est passé hier était un malentendu. Accepterez-vous? J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu le petit garçon de 8 ans. J'ai vu l'adolescent fragile. J'ai vu le jeune adulte plein de rêves. Et j'ai vu l'homme qu'il était devenu, brisé sur le canapé du salon, confronté aux conséquences de ses propres choix. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais je sais que quelle que soit ma décision, elle sera la mienne. Pas la tienne. Pas la sienne. La mienne. Marcus hocha lentement la tête. Une compréhension tardive brilla dans ses yeux. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Vous avez commis une erreur, ai-je concédé. Mais les erreurs peuvent être corrigées. La question est, êtes-vous prêt à faire les efforts nécessaires? Il ne répondit pas tout de suite. Il fixait ses mains. Les mains que j'avais tenues quand il avait fait ses premiers pas. Les mains que j'avais bandées quand il était tombé de vélo. Les mains que j'avais serrées le jour de sa remise de diplôme. Des mains qui tremblaient désormais sous le poids des décisions d'adulte. Je veux le réparer, a-t-il finalement dit. Mais je ne sais pas comment. Commencez par être honnête. Avec Jonathan. Avec vos collègues. Et surtout, avec vous-même. Je me suis levé du canapé. Je suis allé à la fenêtre. La fin d'après-midi approchait. Ciel orangé et rose. Ce moment de la journée où la lumière et l'obscurité se disputent l'espace. Mon téléphone vibrait sans cesse. Plus de commentaires. Plus de partages. Plus de gens racontaient des histoires similaires. Des mères invisibles. Des enfants honteux. Des familles brisées par la honte raciale intériorisée. Et à ce moment-là, j'ai compris. Il ne s'agissait plus seulement de Marcus et moi. Il s'agissait de toutes les femmes noires qui avaient bâti des empires silencieux pendant que le monde faisait comme si elles n'existaient pas. Il s'agissait de tous les enfants qui avaient renié leur mère pour s'intégrer dans un monde blanc. Il s'agissait de vérités dérangeantes qu'il fallait dire, même si elles faisaient mal. Vous avez probablement déjà vécu une situation similaire, ou vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Laissez un commentaire. Comment réagiriez-vous dans ce cas? Partager notre point de vue peut parfois aider d'autres personnes à envisager d'autres possibilités. Car au final, les histoires ne sont pas seulement faites pour être racontées. Elles sont faites pour être ressenties. Discutées. Transformées en un véritable changement. Et mon histoire commençait à peine à faire des vagues. Cette nuit-là, Marcus ne quitta pas sa chambre. J'entendais des pas de temps à autre. L'eau qui coulait dans la salle de bain. Un silence pesant. Il réfléchissait. Ou il fuyait. Peut-être les deux à la fois. Je suis resté dans ma chambre avec mon ordinateur portable. La publication avait dépassé le millier d'interactions. Les commentaires affluaient. Les témoignages se multipliaient. Une femme racontait comment son fils lui avait demandé de ne pas assister à sa remise de diplôme car ses amis ne comprendraient pas. Une autre décrivait comment on l'avait présentée comme « la bonne » au dîner de famille de sa belle-fille. Une douleur collective qui transparaissait dans les mots que je tapais de mes doigts tremblants.
Mais tous les commentaires n'étaient pas encourageants. Certains étaient accusateurs. Vous humiliez publiquement votre fils. C'est une vengeance mesquine. Les problèmes familiaux devraient se régler en privé. Des propos tenus par ceux qui n'ont jamais compris que le silence privé est précisément ce qui permet à l'humiliation publique de se perpétuer. J'ai répondu à certains. J'en ai ignoré d'autres. J'ai choisi mes combats. Mon téléphone portable a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité. J'ai répondu. Bonjour. Docteur Cardoso. Voix masculine. Ton formel. Je m'appelle Rafael Mendes. Je suis journaliste et je viens de l'État de São Paulo. J'ai vu votre publication et je souhaiterais réaliser une interview sur la représentation des Noirs en architecture et les relations familiales intergénérationnelles. Interview. Journal. Visibilité encore plus grande. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ai-je répondu lentement. Je comprends votre hésitation. Mais votre histoire trouve un écho auprès de milliers de personnes. Elle pourrait contribuer à ouvrir des conversations nécessaires sur le racisme intériorisé et le sacrifice maternel non reconnu. Racisme intériorisé. Terme technique désignant la honte que Marcus éprouvait envers moi. Je voulais juste qu'on me prenne au sérieux. Et vous pensez qu'avoir une mère noire, architecte, qui a réussi à faire carrière malgré tout, les inciterait à vous prendre moins au sérieux? C'est ça. Il ne répondit pas. Mais la réponse était dans son regard. Dans la façon dont il détourna les yeux. Dans le silence gênant qui s'installa entre nous. Oui. C'est exactement ce qu'il pensait. Je me suis levé de ma chaise. Je suis allé à la fenêtre. Le jardin était verdoyant et bien entretenu. Les roses que j'avais plantées l'an dernier étaient en pleine floraison, d'un rouge éclatant. La vie s'obstine à croître, même quand personne n'y croit. Tu sais ce que Jonathan Brecker a dit hier quand tu es allé chercher de la glace? Ai-je demandé, en regardant toujours dehors. Il a dit que tu avais une excellente introduction pour quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça. Tu sais ce qu'il voulait dire? Marcus n'a pas répondu. Il parlait de quelqu'un de noir. Quelqu'un qui, selon lui, n'avait rien à faire dans cette pièce. Vous pouvez porter les costumes les plus chers, parler avec un accent neutre, cacher votre mère dans votre chambre, mais pour des hommes comme lui, vous serez toujours quelqu'un comme ça. Vous serez toujours l'autre. Vous devrez toujours faire vos preuves 10 fois plus. Je me suis tourné vers lui. Et la seule chose qui aurait pu te protéger de cette violence, Marcus, c'est la fierté. La fierté de tes origines. La fierté de ceux qui t'ont élevé. La fierté d'être le fils d'une femme qui a affronté ces mêmes hommes pendant des décennies et qui a toujours triomphé. Mais tu as choisi la honte. Et la honte n'a jamais protégé personne. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Silencieuse. Sincère. Je ne savais pas qu'il avait dit ça, murmura-t-elle. Bien sûr que tu ne le savais pas. Parce que tu étais trop occupé à jouer la comédie pour t'en apercevoir. Trop occupé à essayer d'être accepté pour réaliser que tu ne le seras jamais. Pas comme eux s'acceptent entre eux. J'ai attrapé mon sac. À l'intérieur se trouvait tout ce que j'avais rassemblé pendant la nuit. Des documents. Des photos. Des preuves. Je sors, ai-je annoncé. Je reviendrai plus tard. Où vas-tu? Pour régler certaines choses. C'est un mensonge. J'allais mettre un plan à exécution. Un plan que Marcus ne comprendrait que lorsqu'il serait trop tard pour l'arrêter. Je suis parti de chez moi. Le soleil matinal, puissant, me tapait sur le visage. Un ciel bleu sans nuages. Une journée trop belle pour ce que j'allais faire. Mais parfois, la destruction doit avoir lieu même par temps ensoleillé. Elle a besoin de se détacher sur la beauté environnante pour n'en être que plus éclatante. Je suis allé en voiture au bureau de ma sœur. Elle est avocate, spécialisée en droit immobilier. Quand je lui ai expliqué la situation, elle n'a pas hésité. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda-t-il, le regard sérieux derrière ses lunettes. « Je dois le faire, ai-je répondu. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de dignité. » Elle hocha la tête. Elle avait compris. Parce que les femmes noires comprennent toujours quand une autre femme décide que trop c'est trop. Nous avons passé 2 heures à examiner des documents. Certificat de propriété. Contrat. Registre. Tout ce qui prouvait que cette maison était à moi. Uniquement à moi. Que Marcus n'avait jamais eu la moindre implication, juridique, financière ou professionnelle, dans sa construction.
Et es-tu sûr de vouloir rendre cela public? M'a demandé ma sœur. Absolu. Elle a préparé une déclaration. Formelle. Technique. Irréfutable. Je suis donc allé chez le notaire. J'ai fait authentifier les signatures. J'ai fait authentifier les copies. J'ai fait enregistrer officiellement tous les documents. Finalement, je me suis installé dans un café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai terminé l'article que j'avais commencé tôt le matin. J'ai ajouté des photos, la façade de la maison, les plans originaux, ma photo de fin d'études en architecture, il y a 30 ans, les prix que j'ai remportés et des articles de presse sur les projets que j'ai réalisés. J'ai rédigé un compte-rendu. Simple. Direct. Sans accusation hystérique. Juste des faits. Comment j'ai construit cette maison toute seule? Comment j'ai payé chaque brique avec l'argent que j'ai honnêtement gagné? Comment j'ai élevé mon fils seul après mon veuvage? Comment il a grandi dans cet espace sans jamais se l'approprier? Comment hier il a fait semblant de s'y sentir chez lui? Comment j'ai laissé les gens me traiter comme une servante? Comment j'ai choisi la honte plutôt que la fierté? Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot lourd de sens. Chaque phrase chargée d'une vérité douloureuse. J'ai posé mon doigt sur le bouton publier. J'ai hésité. Car il savait qu'une fois publié, il n'y aurait plus de retour en arrière. Marcus serait démasqué. Jonathan Brecker et tous les employés de l'entreprise le verraient. Ses collègues. Ses clients. Tout le monde des affaires qu'il cherchait désespérément à impressionner connaîtrait la vérité. Ce serait une humiliation publique. Ce serait la destruction d'une image soigneusement construite. Ce serait exactement ce qu'il m'a fait. Empire. Définitivement. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai cliqué sur publier. Le message est resté en ligne 3 minutes avant que le premier commentaire n'apparaisse. Un architecte avec qui j'ai travaillé dans les années 90 a écrit « Je me souviens de cette femme incroyable. Une des meilleures professionnelles que j'ai jamais connues. Elle mérite tout le respect du monde. » Puis d'autres sont arrivés. D'anciens collègues. Des clients. Des personnes qui connaissaient mon travail mais avec qui j'avais perdu contact après ma retraite. Chaque commentaire était une validation. Chaque « j'aime » était un témoignage. En 20 minutes, la publication avait suscité 50 interactions. En 1 heure, 200. Les gens la partageaient. Ils identifiaient leurs connaissances. Ils ajoutaient leurs propres histoires d'invisibilité, d'enfants honteux, de sacrifices méconnus. Cela devenait viral. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes mains tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais d'adrénaline pure. Cette sensation d'avoir franchi un cap irréversible, d'avoir franchi la ligne qui sépare le silence d'une vérité explosive. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Les messages affluaient. Ma sœur, j'ai vu la publication. Tu es courageux. Mon meilleur ami, enfin. Il devait apprendre. D'anciens collègues, j'ai toujours su que tu étais fort. Maintenant, le monde entier le sait. Mais le message qui m'a fait m'arrêter venait de Marcus. Maman, qu'as-tu fait? C'est tout. 5 mots. Mais la panique était palpable dans chaque lettre. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai laissé le message marqué comme lu. Je voulais qu'il ressente le poids du silence. Le même silence qu'il m'avait imposé hier quand Jonathan Brecker m'avait appelé « Mademoiselle ». Je suis rentré chez moi lentement. Les rues animées de Sao Paulo. Circulation dense. Klaxons stridents. Des gens pressés, menant des vies qui ne croiseraient jamais la mienne. La normalité régnait autour de moi, tandis que mon monde intérieur explosait de couleurs violentes. À mon arrivée, Marcus était dans la pièce. Ordinateur portable ouvert. Visage pâle. Les yeux rivés sur l'écran. « Maman », commença-t-il dès qu'il me vit. Voix faible. La honte qu'il avait intériorisée des valeurs d'un système qui nous répète sans cesse que la négritude est quelque chose à cacher, à minimiser, à effacer. Puis-je y réfléchir? Ai-je demandé? Bien sûr. Mon numéro est enregistré là-bas. Contactez-moi quand vous aurez pris votre décision. J'ai raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Un autre choix. Une autre étape à franchir. S'il accordait une interview, il serait trop tard. Marcus ferait la une des journaux nationaux. Notre histoire deviendrait un cas d'étude pour l'analyse sociale. La vie privée serait sacrifiée sur l'autel de la conscience collective.
Mais combien de mères noires auraient besoin de voir cette histoire pour enfin comprendre qu'elles ne sont pas seules? Combien d'enfants la liraient et reconnaîtraient leurs propres erreurs avant qu'il ne soit trop tard? Je suis monté à l'étage. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre de Marcus. De la lumière filtrait par en dessous. Il était réveillé. J'ai tapoté légèrement. « Entrez », dit une voix étouffée. Je l'ai ouvert. Il était assis sur le lit, son ordinateur portable sur les genoux, les yeux rouges. Son profil LinkedIn s'affichait. Les notifications ont explosé. Des messages de collègues. Des questions. Des jugements déguisés en inquiétude. 3 personnes m'ont exclu du réseau, dit-il sans me regarder. Jonathan y compris. Jonathan l'a retiré. L'homme qui, quelques minutes auparavant, m'avait proposé ses services de consultant, avait rompu tout lien professionnel avec mon fils. Quelle hypocrisie! Une tentative désespérée de se protéger, sans le moindre prétexte. Je suis vraiment désolé, ai-je dit. Et c'était vrai. Malgré tout, voir mon fils souffrir me faisait toujours autant souffrir. Ne t'en fais pas, répondit-il avec amertume. Tu avais raison. Ils ne m'ont jamais vraiment respecté. Ils ne m'ont gardé que par commodité. Et au premier signe de problème, ils m'ont jeté. Je me suis assise au bord du lit. Au même endroit où je m'asseyais quand il était enfant et qu'il faisait des cauchemars. Où nous parlions du harcèlement scolaire. Où nous envisagions un avenir qui nous paraissait radieux et simple. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé doucement. Il ferma son ordinateur portable. Il regarda le plafond. Je ne sais pas. Peut-être chercher un autre emploi. Peut-être changer de domaine. Peut-être repartir de zéro et faire les choses différemment cette fois-ci. Repartir de zéro. Une expression chargée à la fois de possibilités et de terreur. Un journaliste m'a appelé, ai-je dit. Vous souhaitez une interview sur ce qui s'est passé? Marcus tourna brusquement la tête. La panique se lisait dans ses yeux. Tu vas le donner? Je n'ai pas encore décidé. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Il rit sans joie. Vous me le demandez à moi? Après tout? Tu es mon fils. Ton opinion compte toujours. Même quand nous ne sommes pas d'accord. Silence. Il assimilait l'information. Il réalisait que malgré ce qui s'était passé, malgré la douleur, je tenais encore à lui. Je lui offrais encore la possibilité de s'exprimer. Si vous pensez que cela aidera d'autres personnes, dit-il finalement, faites-le. Je suis déjà exposé de toute façon. Au moins, que cela serve une cause plus noble. Une maturité tardive qui transparaissait malgré la douleur. C'était peut-être la leçon qu'il devait apprendre. La véritable croissance naît de l'acceptation des conséquences, et non de leur évitement. Il faut que je te dise quelque chose, poursuivit Marcus à voix basse. Hier, quand tu étais dans la cuisine, Jonathan a fait une autre remarque. Il a dit que j'avais de la chance d'être beau malgré mes gènes. Tout le monde a ri. Et moi aussi. J'ai ri de cette blague sur toi. Sur nous. Ces mots m'ont frappé comme des pierres dans l'estomac. Génétique. Code pour la race. Pour des caractéristiques noires qu'il considérait comme inférieures, mais que mon fils avait surmontées, en ayant la peau plus claire, les cheveux moins frisés, des traits plus européens. Et Marcus avait ri. Il avait implicitement admis qu'être comme moi serait un défaut. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Ai-je demandé, ma voix maîtrisée malgré la tempête intérieure. Parce que tu mérites de connaître toute la vérité. Parce que j'en ai assez de mentir. Et parce que j'ai honte de moi. Pas de toi. De moi. Des larmes coulaient sur son visage. Silencieuse. Authentique. Contrairement à celle de la nuit précédente, encore empreinte d'apitoiement sur soi. Celle-ci était différente. Elle exprimait la véritable reconnaissance d'une profonde erreur. J'ai intériorisé tout ce qu'ils disent sur nous, murmura-t-il. Sur les Noirs. Sur les femmes noires. Sur les mères célibataires. Sur les origines modestes. J'ai avalé tous les stéréotypes et je les ai laissés empoisonner mon regard sur toi. Mon regard sur moi-même. Le racisme intériorisé. Le voilà de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un terme journalistique. C'était la confession d'un fils brisé. J'ai tendu la main. J'ai touché son bras. Peau contre peau. Un contact physique que les mots ne pouvaient exprimer. Le reconnaître est un premier pas, dis-je. Mais le reconnaître ne suffit pas. Il faut le désapprendre.
Activement. Chaque jour. Car ce poison ne s'élimine pas facilement. Il est profondément ancré. Il tentera de revenir dans les moments de faiblesse. Il hocha la tête. Il prit ma main. Il la serra. Aidez-moi, demanda-t-il. Vulnérabilité totale. Sans masque. Aidez-moi à désapprendre. J'ai regardé nos doigts entrelacés. Différentes nuances de brun. Différentes générations de lutte. Mais du sang, malgré tout. La famille royale, malgré tout. Je vais essayer, ai-je promis. Mais c'est à toi de faire le plus dur. Je ne peux pas désapprendre à ta place. Je sais. Nous sommes restés ainsi quelques minutes. La mère et le fils. Blessés, mais toujours liés. Brisés, mais peut-être en train de guérir. Je me suis finalement levé. Dors, ai-je ordonné. Demain sera une autre journée difficile. Maman, a-t-il appelé quand je suis arrivé à la porte. Je viendrai. Merci. De ne pas avoir abandonné. Même quand je le méritais. Un petit sourire. Triste mais vrai. Les mers noires n'abandonnent jamais, Marcus. C'est ce que nous faisons de mieux. Persévérer quand tout nous dit d'arrêter. J'ai fermé la porte. Je suis descendu. Je suis retourné à mon ordinateur portable. Et j'ai répondu au journaliste par SMS. J'accepte l'interview. Parce que certaines histoires doivent être racontées, même lorsqu'elles font mal. Surtout quand ça fait mal. L'entretien était prévu 3 jours plus tard. Le temps que la publication prenne de l'ampleur. Le temps que Marcus l'assimile. Le temps que je remette ma décision en question 50 fois par jour. Pendant ces 3 jours, la maison m'a paru étrange. Marcus et moi passions d'une pièce à l'autre, mais nous vivions dans des réalités parallèles. Il travaillait sur son ordinateur portable, envoyait des CV, évitant mon regard. Je cuisinais, faisais le ménage, faisant comme si de rien n'était, tandis que mon téléphone vibrait de messages de personnes que je n'avais pas vues depuis des lustres. Anciens professeurs d'université. Clients de longue date. Collègues témoins de mes difficultés. Tous voulaient me dire qu'ils avaient toujours su que j'étais forte. Qu'ils avaient toujours admiré ma résilience. Des mots gentils qui se faisaient rares quand j'avais vraiment besoin de soutien, mais qui fusaient désormais en abondance depuis que ma souffrance était devenue virale. Le matin de l'entretien, je me suis levé tôt. 5 heures du matin. Il faisait encore nuit. Je suis allé à la cuisine préparer du café. Marcus était déjà là. Assis dans l'obscurité. Juste une silhouette contre la fenêtre. Tu n'arrivais pas à dormir? Ai-je demandé en allumant la lumière. Il cligna des yeux pour s'habituer. J'y ai réfléchi. D'où venez-vous? Pour toutes les fois où je t'ai déçu sans m'en rendre compte. Ce n'est pas qu'hier. Ça fait des années. Des anniversaires que j'ai manqués parce que j'étais en after-work avec des collègues. Des dimanches où j'avais promis de venir mais que j'ai annulé à la dernière minute. Tes réussites dont tu me parlais avec enthousiasme, et que j'écoutais d'une oreille distraite, les yeux rivés sur mon téléphone. J'ai mis l'eau à bouillir. J'ai pris le café moulu. Un rituel machinal, tandis que ces paroles résonnaient encore dans l'air. Êtes-vous en train de faire mentalement la liste de vos erreurs? Ai-je demandé. J'essaie de comprendre à quel moment j'ai cessé de te voir comme une personne. À quel moment tu es devenue juste, une mère. Une fonction. Non plus un individu avec ta propre vie, tes propres sentiments, tes propres besoins. J'ai versé de l'eau chaude sur le café moulu. L'odeur du café a embaumé la cuisine. Un arôme familier qui a toujours annoncé un nouveau départ. De nouveaux jours. De nouvelles opportunités. Ça se fait progressivement, dis-je en versant 2 tasses. Les enfants grandissent en pensant que leurs mères sont indestructibles. Que nous serons toujours là, à les attendre, à les servir, à les aimer inconditionnellement. Et les mères laissent faire parce que c'est ce qu'on nous a appris. À faire passer les enfants avant tout. Toujours. Sans hésitation. Je me suis assise en face de lui. Je lui ai tendu une tasse. Mais je suis fatiguée, Marcus. Je suis fatiguée d'être invisible. Je suis fatiguée de te voir construire une vie où je n'ai pas ma place. Je suis fatiguée d'accepter des miettes d'attention alors que j'ai donné des repas d'amour complets. Il tenait la tasse. De la vapeur s'élevait entre nous, comme une barrière physique. L'entretien sera-t-il difficile pour vous? A-t-il demandé. Probablement. Vous pouvez encore annuler. Je pourrais.
Mais je ne le ferai pas. Il acquiesça. Compréhension sans accord. Acceptation sans approbation. Progrès minime, mais réel. À 10 heures, le journaliste arriva. Rafael Mendes était un homme noir d'une quarantaine d'années. Des dreadlocks relevés en chignon. Des lunettes rondes. Un sourire doux qui mettait les gens à l'aise. Il était accompagné d'une photographe. Une femme blanche, blonde, avec du matériel professionnel autour du cou. Ils s'installèrent dans la pièce. Cette même pièce où, quelques jours auparavant, des cadres avaient ri en me traitant comme une domestique. À présent, des caméras étaient braquées sur moi. Des microphones captaient ma voix. Une intention tout autre. Marcus resta dans la pièce. Il ne voulait pas se montrer. Il ne voulait pas écouter. Une fuite compréhensible, mais lâche. Docteur Cardoso, commença Raphaël d'une voix à la fois professionnelle et chaleureuse, dites à nos lecteurs, comment était-ce de bâtir une carrière d'architecte noir dans les années 80 et 90 ? Et j'ai raconté mon histoire. Celle des classes où j'étais la seule femme noire. Celle des professeurs qui notaient mes projets avec plus de sévérité que ceux de mes collègues blancs. Celle des clients qui demandaient à parler à l'architecte responsable, même après que je me sois présenté. Celle des prix que j'ai remportés, accompagnés de commentaires sur les quotas et la diversité forcée, alors même que les quotas n'existaient pas encore. Raphaël écoutait. Il prenait des notes. Il posait des questions qui montraient qu'il comprenait. Qu'il avait lui aussi navigué dans des espaces vides, chargés du poids d'une représentation non sollicitée. Et votre fils ? Demanda-t-il finalement. Comment a-t-il réagi à la publication ? J'ai hésité. C'était la partie qui allait le plus profondément exposer Marcus. Celle qui allait transformer une tension privée en analyse publique. Il est en train de l'assimiler, ai-je répondu avec précaution. Il prend conscience qu'il a intériorisé des discours néfastes sur la négritude. Sur la valeur. Sur le sentiment d'appartenance. Le blâmez-vous ? Question difficile. Sujet complexe. La culpabilité est un mot complexe. Il a fait de mauvais choix. Mais ces choix ont été influencés par un système qui enseigne aux Noirs que la réussite passe par le renoncement à leur identité noire. Que l'assimilation est la voie de l'acceptation. Alors, je blâme le système. Et je lui reproche de ne pas l'avoir remis en question plus tôt. Raphaël esquissa un sourire. La réaction d'une mère, de quelqu'un qui aime encore malgré tout. L'amour ne disparaît pas parce que quelqu'un vous déçoit. Il fait juste mal différemment. L'entretien a duré 2 heures. Ils ont photographié la maison. Les projets accrochés au mur. Les récompenses sur l'étagère. Preuve concrète d'un héritage que Marcus avait tenté d'effacer. Quand ils sont partis, l'épuisement m'a envahi comme un lourd voile. Je me suis assis sur le canapé. J'ai regardé le plafond. Ce même plafond que j'avais contemplé 1000 fois. Mais aujourd'hui, il me semblait différent. Comme si l'angle de vue avait légèrement changé. Marcus descendit du bus. Il s'arrêta à l'entrée de la pièce. « Comment c'était » demanda-t-il. « Intense. » « Vous parliez de moi. » J'ai parlé de la situation. Du système. De vous aussi, oui. Il déglutit difficilement. « Quand pars-tu » ? « Dimanche. » Rubrique culture et société. Dimanche. 3 jours. Après cela, plus aucune intimité. Notre histoire serait disséquée à la table du petit déjeuner, partout au pays. On donnerait son avis. On jugerait. On exploiterait notre souffrance pour se divertir ou s'instruire, selon les intentions. Maman, dit Marcus doucement. Je sais que je ne l'ai pas encore dit clairement. Mais je suis vraiment désolé. Vraiment. Pas seulement parce que j'ai été démasqué. Mais parce que je t'ai fait du mal. Parce que j'ai préféré l'image à l'intégrité. Parce que j'ai laissé des hommes médiocres me faire croire que tu étais un problème plutôt qu'un don. Enfin, les mots justes. Le ton juste. Mais les mots ne résolvent pas tout. Ils sont un commencement, jamais une fin. Merci, ai-je répondu. Mais les excuses doivent s'accompagner de changements. J'ai besoin de voir des actions différentes. Des choix différents. Je vais changer. Je le promets. Des promesses. Combien Marcus en a-t-il fait dans sa vie? Combien en a-t-il tenu? Combien en a-t-il oublié dès qu'une chose plus intéressante s'est présentée? Ne promets rien, dis-je. Fais-le, tout simplement.
Les promesses ne coûtent rien. Le vrai changement, lui, coûte cher. Il coûte le confort. Il coûte l'ego. Il coûte des privilèges dont tu ignorais même l'existence. Il baissa les yeux. Un garçon embarrassé dans un corps d'adulte. Puis-je vous poser une question? Dit-il. Il le peut. Me pardonneras-tu? Silence. Une question pesante plane entre nous. Le pardon. Un mot qui sous-entend une résolution instantanée. Comme si pardonner était une décision binaire. Oui ou non? Or, le pardon est un processus. Des couches de colère, de tristesse et de déception qui se dissipent lentement au fil du temps. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour. Peut-être jamais complètement. Mais je suis prêt à essayer de rétablir la confiance si tu prouves que tu la mérites. Ce n'était pas la réponse qu'il espérait. Mais c'était la réponse qu'il avait besoin d'entendre. Dimanche, la pluie tombait à verse. Un ciel gris et lourd déversait des trompes d'eau sur les rues de Sao Paulo. Je me suis levé tôt. Je suis allé à la porte et j'ai pris le journal, encore emballé dans son plastique protecteur. Un poids familier entre mes mains. L'odeur du papier et de l'encre fraîche. Je suis rentré. J'ai posé le journal sur la table de la cuisine. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai juste contemplé. Sachant qu'au verso de cette couverture se trouvait mon histoire. Ma douleur imprimée en noir et blanc, à la vue de milliers de personnes qui boiraient leur café. Marcus descendit les escaliers. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient gonflés. Il n'avait pas bien dormi non plus. « Est-ce que c'est arrivé ?» demanda-t-il en regardant le journal. « Il est arrivé. » Aucun de nous n'a bougé pour l'ouvrir. Finalement, j'ai pris une grande inspiration et j'ai arraché le plastique. J'ai déplié les pages. Carnet de culture. Page 7. Elle était là. Une grande photo. Moi dans le salon, entouré de mes projets. Titre en gros caractères, l'architecte invisible, quand les enfants ont honte des mères qui les ont construits. J'ai lu le texte en entier. Raphaël avait fait un travail respectueux. Il a retracé mon parcours. Il a cité mes réussites. Il a expliqué le contexte historique des femmes noires dans l'architecture brésilienne. Et puis, il est arrivé au passage douloureux. Le dîner. L'humiliation. Le silence de Marcus. La décision de tout révéler publiquement. Il avait également consulté une psychologue spécialisée dans les relations familiales et le racisme. Sans nommer directement Marcus, elle a analysé le cas, mais a mis en évidence des schémas récurrents. Des enfants qui s'élèvent socialement et se distancient de leurs origines, une honte raciale intériorisée, une quête d'acceptation au sein des milieux blancs par l'effacement de leur propre identité noire. L'article se terminait par ces mots. La dignité est non négociable. Ni par amour, ni par le sang. Quand on accepte de devenir invisible pour mettre les autres à l'aise, on meurt petit à petit. Et j'ai décidé de vivre. Marcus lut par-dessus mon épaule. Un silence absolu régnait tandis que ses yeux parcouraient chaque paragraphe. Lorsqu'il eut terminé, il s'assit lourdement sur la chaise à côté de moi. « Tout y est, » murmura-t-il. « Tout ce que j'ai fait. Tout ce que je suis. Tout ce que vous étiez, ai-je corrigé. Ce que vous êtes maintenant dépend de ce que vous faites à partir de maintenant. » Mon téléphone portable s'est mis à sonner. Il n'a pas arrêté de la journée. Appel. Message. Demande d'interview d'autres médias. Invitation à donner des conférences. Une université souhaitait que j'enseigne un cours sur l'architecture et la représentation. Un éditeur était intéressé par l'adaptation de mon histoire en livre. L'exposition que je redoutais est devenue une tribune. La vulnérabilité qui aurait pu me détruire est devenue une force. Ce dimanche après-midi, en fin d'après-midi, je me suis de nouveau assis avec Marcus. La pluie avait cessé. Un soleil timide perçait les nuages. Un arc-en-ciel pâle se dessinait à l'horizon. J'ai reçu une offre, ai-je dit. Un poste de consultante dans un grand cabinet. Ils souhaitent repenser leur processus afin d'y inclure davantage de diversité. Ils veulent que je forme de jeunes architectes, notamment des femmes noires qui font leur premier pas sur le marché du travail. Marcus sourit. Son premier vrai sourire depuis des jours. Accepterez-vous? J'y vais. Mais pas pour l'argent. Pour laisser un héritage. Pour que d'autres femmes comme moi n'aient pas à se battre seules comme je l'ai fait. J'ai pris sa main. Pour la première fois depuis le dîner, ce contact ne me semblait pas forcé. Et vous? Ai-je demandé.
Que allez-vous faire maintenant? Il prit une profonde inspiration. J'ai commencé une thérapie. Ma première séance est demain. Et je vais chercher un emploi qui valorise mes origines, pas un qui m'oblige à les cacher. Même s'il est moins bien payé. Même s'il est moins prestigieux. Moins prestigieux. Des mots qui l'auraient terrifié auparavant. À présent, prononcés avec une certaine sérénité. Je suis fier de toi, lui ai-je dit. Et c'était vrai. Non pas pour ce qu'il avait été, mais pour ses efforts pour devenir différent. Les jours suivants, l'histoire a continué de se répandre. Des émissions de radio en ont parlé. Des podcasts l'ont analysé. Les réseaux sociaux en ont débattu. Certaines personnes m'ont attaqué. Elles m'ont traité de mère vengeresse, de femme aigrie, de quelqu'un qui étale ses problèmes personnels au grand jour. Mais beaucoup d'autres ont compris. Ils ont partagé leurs propres histoires. Des mères qui se sont reconnues dans ma douleur. Des enfants qui ont pris conscience de leurs propres erreurs. Des familles qui ont entamé des conversations difficiles sur la race, la classe sociale, la honte et l'amour. Mon histoire n'est plus seulement la mienne. Elle est devenue un miroir où des milliers de personnes voient le reflet de leur propre vie. Et cela a tout changé. Marcus a commencé à changer lentement. Il venait me voir plus souvent. Il appelait sans raison particulière. Il s'intéressait à ma journée, pas seulement par politesse. Il parlait de thérapie, de découvertes douloureuses sur lui-même, du long processus de déconstruction de décennies de honte intériorisée. Ce ne fut pas une transformation instantanée. Ce fut du travail. Quotidien. Épuisant. Réel. Et moi? J'ai recommencé à vivre. J'ai accepté le poste de consultante. J'ai commencé à donner des conférences. J'ai rencontré de jeunes architectes noirs qui me considéraient comme une source d'inspiration. Des femmes qui n'avaient plus besoin d'être invisibles, car je refusais de le rester. 6 mois après ce dîner mémorable, Marcus m'a appelé. Maman, j'ai trouvé un nouvel emploi. Une plus petite entreprise, mais avec de vraies valeurs. Et je veux te présenter le patron. Comme ma mère. Comme architecte. Avec fierté. Avec fierté. Des mots que je n'aurais jamais cru entendre de sa bouche. J'adorerais, ai-je répondu, sentant des larmes brûlantes me monter aux yeux. Car au final, cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de dignité retrouvée. C'est l'histoire d'une femme qui a décidé de se faire entendre malgré les tentatives d'effacement. C'est l'histoire d'un fils qu'il a fallu briser pour mieux se reconstruire. Si vous m'avez accompagné jusqu'ici dans ce parcours, vous faites partie de cette transformation. Laissez un like si cette histoire vous a touché. Dites-moi en commentaire quel passage vous a le plus marqué. Et abonnez-vous, car les histoires de personnes réelles qui reconstruisent leur vie avec dignité méritent d'être partagées, célébrées et mémorisées.